Eh, dis-moi, est-ce que tu envisages d'acheter une catch-can? Wow. Mais t'hésites à mettre 300 balles dans de la marque? Ou alors 20 balles dans du chinois? Oh yeah. Peut-être as-tu même déjà acheté ta catch-can? Et peut-être même que tu l'as installée sans trop savoir si ton montage est correct? Mais qui étaient les parents de Hang? Je vais t'apporter les réponses à toutes ces questions. Et plus encore. Bon, sauf pour Hang. Parce que ça, j'en sais rien du tout. Moi, c'est Blas, et bienvenue sur Bière Éthanol. J'aime vraiment la banane. C'est trop bon. Boum! Bananier, bien. Bananier, bien. Cactus, bien. Cactus, bien. Cactus, pas bien. Oh putain de merde, je crois que lui il est crevé. Ah bon, merde à couiner celle-là. Pour les tournages, c'est chiant. WD-40. J'en ai marre que ça couine. J'en ai marre que ça couine. Là, on peut plus trouver des chaises fiables à donner sur le bon coin, quoi. Putain, faut qu'elle couine. Ça couinera plus. Le mec il s'est démonté un moteur mais il s'est pas remonté une chaise. C'est mieux. Ah, voilà, nous y voilà enfin. Mais avant de parler de la catch-can, il faut que je t'explique à quoi sert le reniflard et comment ça fonctionne. Bah oui, parce que si je t'explique directement ce que c'est qu'une catch-can sans te parler du reniflard, c'est comme si tu regardais la trilogie du Seigneur des Anneaux en version courte. Ça n'a vraiment pas de sens. Et ce serait totalement absurde, on est d'accord. Bon, par contre, je vais aborder tout ça d'une façon assez générale, car forcément, parfois, sur certains moteurs, il y a des choses qui changent. Donc, tout ce que je vais t'expliquer là, c'est général, ça va pas forcément correspondre à tous les moteurs, mais ça sert à t'expliquer grossièrement comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Ah, le v'là, Timon. Viens là, Minou. Il s'en fout toujours de tout, ce matou. Je tourne, il s'en fout. Allez. Vole, vole. Envole-toi, petit chat. Comment ça, les chats, ça vole pas? Mais à quoi ressemble le reniflard? Le reniflard est situé en haut du moteur et il sert à faire le lien entre le bloc moteur et l'admission. À savoir que sur un moteur Atmo, il est généralement fait en deux parties. Le reniflard part du cache-culbuteur et se sépare en deux. Une petite sortie est reliée après le papillon d'admission, en gros sur le collecteur généralement, et une plus grosse sortie avant le papillon, dans l'admission. Alors que sur un moteur turbo, le reniflard va du cache-culbuteur jusqu'à l'entrée du turbo. J'explique bien avec mes doigts comme ça, là. C'est parlant, ça fait un peu italien. Après, il y a des systèmes plus ou moins complexes. Il y en a où ça va juste être une simple durite qui va du bloc moteur jusqu'à l'admission. Direct, comme ça. Et d'autres systèmes plus complexes, avec une valve PCV, on en parle après, ou avec carrément un décanteur d'origine. Et t'en as parfois même où c'est carrément intégré dans le couvre-culasse. Et là, pour faire de la modif, bah, c'est un peu la même merde. Bon bah du coup, la valve PCV et le décanteur, on y reviendra plus tard. Mais à quoi ça sert le reniflard? Quand le moteur est en fonctionnement, la pression à l'intérieur du bloc moteur augmente et ça fait deux choses. La première, c'est l'huile qui monte en température et qui génère un peu de vapeur d'huile. La deuxième, c'est le phénomène de soufflage, qu'on appelle aussi le blow-by, qui veut dire souffle en fait. Et donc bah il faut que cette pression s'évacue du bloc moteur, parce que sinon ça va poser quelques problèmes. Mais c'est quoi le blow-by? Alors déjà faut savoir que les segments d'un piston ne sont jamais étanches à 100%. Ça permet d'avoir une fine couche d'huile qui recouvre la surface des cylindres, pour éviter le frottement direct entre les pistons et les cylindres. Tu sais ce que ça fait de frotter à sec? Bah ça fait mal putain! Donc, pendant la phase d'explosion, un gaz, non pas ça, composé d'un mélange de gaz d'échappement, de carburant à brûler et d'humidité présente dans l'air aspiré lors du cycle d'admission, s'échappe des chambres par les segments et se retrouve poussé dans le bas moteur. Et c'est ce qui s'appelle le blow-by. Plus un moteur est usé et plus la quantité de blow-by augmente. À cause des jeux créés par l'usure, forcément. Donc ça consomme aussi plus d'huile. Mais ça ferait quoi si le moteur montait en surpression? Oh yeah. Numéro 1. Une jauge huile qui se déboîte toute seule. Numéro 2.
des fuites d'huile parce que les joints ne supportent pas la surpression. Numéro 3, une consommation excessive d'huile moteur, parce qu'elle se retrouve poussée dans les chambres de combustion en traversant les segments, ce qui peut générer de la fumée bleue à l'échappement, pouvant faire penser à tort à un joint de culasse HS, ou à des segments HS, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Numéro 4, une perte de performance moteur, parce que la surpression force contre les pistons lorsqu'ils veulent redescendre, et qui dit perte de rendement dit plus de conso de carburant et moins de perf. Numéro 5, l'huile qui se contamine de polluants et qui perd donc ses propriétés de lubrification et de protection. Numéro 6, quand le moteur refroidit, de l'humidité se dépose à l'intérieur des surfaces du bloc moteur. Et si cette humidité ne peut jamais être évacuée du bloc, elle se retrouve mélangée à l'huile en fait. Et je pense que tu sais déjà que l'huile et l'eau, c'est pas terrible ensemble. On se retrouve avec de la boue mayonnaise épaisse bien dégueulasse. Et cette boue peut empêcher certains organes de fonctionner correctement, notamment en bloquant la bonne lubrification de ces fameux organes. Et ça peut être fatal à certains composants comme le turbo ou casser le moteur accessoirement. T'as pas envie que ça t'arrive. 7. Concernant les moteurs turbo, la surpression peut se retrouver... Oh la fifi! Coucou ma fifi! Coucou ma fifi, mais tu m'embêtes... Oh oui, mais tu m'embêtes un peu là, hein? Tu m'embêtes un peu. Ah non, pas bisous, pas bisous. Donc je disais, pour les moteurs turbo, la surpression peut se retrouver dans le circuit de retour d'huile et peut finir par s'échapper par la turbine et détruire le turbo. C'est ballot. Donc t'as compris, il faut absolument évacuer cette surpression. Sinon, ça fait plein de problèmes. Accessoirement, le reniflard sert à éviter d'évacuer le blow-by dans l'atmosphère. Parce que ça pollue en fait. Les envoyer brûler dans les chambres, c'est mieux pour la planète, parce que ça permet de moins polluer. Mais malgré tout, ce n'est pas suffisant pour donner le sourire à Greta. Encore toi, Minou? Oh là là, encore toi. Qu'est-ce que tu veux encore toi? Tu sais que tu me prends du temps d'enregistrement, là? Hein? Tu me fais perdre du temps, là? Déjà que je mets 3-4 mois à sortir une vidéo, là tu vas pas m'aider, hein? Allez, faut que tu t'en ailles. Bisous. Donc sur la plus grande majorité des moteurs relativement anciens, le reniflard est souvent un système très rudimentaire. Et le problème c'est que sur le long terme, ça encrasse l'admission du papillon jusqu'aux soupapes. Et parfois ça peut causer des pannes du type casse-couille. Et c'est là qu'une catch-can devient utile. Sur d'autres moteurs, il peut déjà y avoir un décanteur monté d'origine sur le véhicule. Donc généralement ils sont plus ou moins efficaces, donc c'est pas forcément nécessaire de vouloir modifier ou améliorer le système. Parfois c'est bien de laisser d'origine aussi. J'aime pas dire ce genre de choses, j'y arrive pas moi. Origine, non, c'est pas possible chez moi, je peux pas. C'est maladif, je peux pas. Non, c'est compulsif, je peux pas. Et là on en vient à la valve PCV. Donc il existe une soupape qu'on appelle la valve PCV, Positive Crankcase Ventilation, mais qui n'est pas présente sur tous les moteurs. Et ça ressemble à ça. C'est une sorte de clapet anti-retour en fait. Non, Timon, non, tu squattes pas ma place. C'est ma place. C'est ma place, Minou. C'est ma place, tu as beau être mignon, c'est ma place. Les plus anciennes valves PCV sont généralement plus fiables que les plus modernes, un peu comme les vieilles bagnoles contre les voitures modernes, n'est-ce pas Stellantis? Car elles ont une conception plus simple avec un système à ressort, alors que les plus modernes ont une membrane. Je ne ferai pas de blague salace au sujet d'une quelconque membrane. Et cette membrane peut avoir tendance à se déchirer. J'ai dit pas de blague salace sur une quelconque membrane. Mais comment fonctionne la valve PCV? Quand le moteur est éteint, elle est fermée. Quand le moteur tourne au ralenti ou à faible charge, elle s'ouvre un petit peu. Et elle permet au blow-by d'être aspiré dans l'admission, puis brûlé dans les chambres. Pour que ce soit plus propre pour la planète. N'est-ce pas, Greta? Et quand le moteur tourne à forte charge, elle s'ouvre au max pour permettre la circulation du maximum de flux. Parce que forcément, le blow-by est plus important. Ah oui, quand le moteur tourne plus vite, il y a plus de blow-by, c'est logique. Mais qu'est-ce que ça fait si la valve PCV est en panne? Le moteur explose! Non, je déconne. En cas de panne, elle peut rester bloquée ouverte ou fermée. Et on va considérer que pour les PCV à membrane, lorsqu'elle est déchirée, elle est considérée comme bloquée ouverte. J'ai dit, pas de blague salace sur une quelconque membrane. Et donc, si elle reste ouverte, elle provoquera un flux excessif et incontrôlable qui ira directement dans l'admission, ce qui pourra causer des problèmes de démarrage compliqués, un ralenti instable et même des ratés d'allumage. Non, là, j'ai pas d'idée pour quel geste faire pour les ratés d'allumage. Non, c'est pas.
Et donc les vapeurs d'huile se retrouveront à condenser dans l'admission, et ça engendrera de la fumée bleue comme pour un joint de culasse, parce que du coup, en fait, cette vapeur d'huile, elle va être aspirée dans le moteur, et puis c'est de l'huile ça brûle, ça fait du bleu dans la fumée, enfin... Oh, j'ai plus envie, là. Non, plus envie. Mais par contre, si la PCV reste fermée, là elle engendrera une surpression dans le moteur. Et ça va mener à tous les problèmes qu'on a vus tout à l'heure, donc bon, je vais pas me récapépéter, tu comprends hein. Ouais. Ah, tu connais pas récapépète? Non Timon, ne fais pas trembler le sol, tu sais bien que j'ai un sol en carton, si tu passes à côté, tu fais trembler cette foutue caméra. Et ça me fait chier de tout le temps rectifier au montage avec la stabilisation, tout ça. Le Mac tout s'en fout de tout. Mais dis donc, c'est quoi le décanteur? Ah ah! Puisqu'une catch-can est un décanteur, je vais te parler de ça lorsqu'on va parler de la catch-can. Maintenant, tu sais tout sur le rôle du reniflard. Arrête de vouloir piquer la vedette, là. Entre Ladia qui passe, toi qui passes... Oh, les griffes! Oh, le bâtard. Techniquement parlant, Timon est réellement un bâtard, sans vouloir l'offenser. Donc je disais, maintenant tu sais tout sur le reniflard, tu peux me remercier en t'abonnant, clique sur la petite cloche, like la vidéo, ou sinon tu peux ne rien faire du tout, regarder cette vidéo en silence, discrètement, sans rien dire à personne, comme si tu étais sur un site de films pour adultes, discretos. Mais malheureusement, quand tu fais ça, en fait, tu m'aides sur la rétention d'audience, parce que du coup, plus les gens regardent longtemps la vidéo, plus ça la met en avant. Mais si les gens réagissent, ça la met encore plus en avant. C'est comme ça que ça fonctionne, l'algorithme YouTube. Si tu veux m'aider à faire grandir ma chaîne, que je puisse te faire de super vidéos et tout, hein. Putain, c'est un peu bizarre ça, je vais pas recommencer ce... Ouais, non, c'était bizarre, je vais pas refaire. Et tu veux vraiment pas que je sois triste? Putain, faut que je commande des cristaux de menthe à Pierre. L'émotion, ça marche bien. Non bon, en vrai, tu fais ce que tu veux, mais si tu veux m'aider, c'est vraiment cool. Et surtout, ça ne te coûte rien, net, rien, nada, rien du tout. Et c'est maintenant que je te parle de la fameuse catch-can. Donc du coup, une catch-can, c'est un décanteur, et c'est utile d'en installer une seulement sur un véhicule qui n'a pas de décanteur d'origine, ou si tu fais une grosse prépa turbo, et que ton décanteur d'origine... Le Mac tout s'en fout de tout. Toujours à voler la vedette, celui-là. T'es mignon, mais t'es un peu chiant quand même, hein. Je disais, c'est... Le Mac tout s'en fout de tout. Il se fout de ma gueule, là. Donc je disais, si tu fais une grosse prépa turbo, il te faut une catch-can si ton décompteur d'origine n'est pas suffisant. Ou si t'en as pas. Pour schématiser un peu... Ah, j'aurais dû prendre ma catch-can. Celle que j'ai en rab, elle est où? Merde. Le Mac tout s'en fout de tout. Non. Oh, je ne sais plus. Non. Et là? C'est intéressant. Putain, puis lui... tu m'énerves! Squatter de chaise. Une catch-can, c'est grossièrement un réservoir en alu, généralement, avec au minimum une entrée et une sortie. Et qui s'installe sur le circuit du reniflard. Et donc le rôle de la catch-can ou du décanteur d'huile d'origine, c'est de décanter les gaz du blow-by qui passent dans le circuit de reniflard pour justement empêcher l'encrassement de l'admission, du papillon, des soupapes. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Et éviter les pannes du type casse-couille. Mais c'est quoi exactement la décantation? Au lieu de laisser les gaz huileux du blow-by repartir dans l'admission, la catch-can permet de séparer l'huile et les polluants contenus dans le blow-by par un effet de refroidissement. Parce qu'en chimie, quand un gaz refroidit, il se liquéfie. Et donc pour obtenir un bon effet de refroidissement, il faut que le gaz rentre en contact avec un maximum de surface, ce qui a pour effet de dissiper la chaleur. C'est exactement le même fonctionnement que le faisceau d'un radiateur moteur en fait. Mais sans pour autant trop freiner le flux. Ça va Ladia? Ouais, tu fais la belle là, ouais. Parce que si tu freines trop le flux, c'est comme un énorme tuyau d'eau, tu vois, avec un tout petit robinet. Bah, c'est pas ouf. Dans un certain autre contexte, ça peut être un gros... Waouh. Et puis un petit... Non, ça devient trop vulgaire. Non. Je dois pas dire des choses comme ça sur YouTube. Non. Trop vulgaire. La gênance un peu. Donc la chaleur est absorbée par les surfaces, en contact avec le gaz,
ce qui fait refroidir le gaz. Et l'alu étant plutôt efficace pour dissiper la chaleur, justement, c'est mieux d'avoir une catch-can avec un réservoir en alu. Et dans l'idéal, le must du must, c'est de la positionner à un endroit où tu as un passage d'air frais. Parce que comme ça refroidit encore plus. Donc tu la places à un endroit où tu as un bon passage d'air frais, à un endroit où c'est bien ventilé dans ta baie moteur, et là, tu maximises ton effet sur ta catch-can. Et donc, par l'effet de ce refroidissement, l'huile contenue dans le gaz se reliquéfie, redevient de l'huile, elle reste dans le réservoir de ta catch-can, et les gaz devenus secs peuvent repartir dans ton système d'admission pour être aspirés par le moteur, être brûlés à nouveau. Et ça suffit pas à donner le sourire à Greta, hein. Faut se faire une raison, c'est mort, c'est exigeante la petite. Et puisque les gaz sont devenus secs quand ils passent dans l'admission, ça ne va pas t'encrasser tout le système. Et du coup, finalement, ça fiabilise ton moteur. Enfin, le fiabilise, ça dépend du moteur. Disons que ça améliore la fiabilité. Parce que bon, Stellantis, oh là là. Donc un décanteur d'origine, en fait, c'est globalement, généralement, en plastique. Comme Buzz l'éclair, tu es en plastique, Buzz. Et ça peut donc ne pas aussi bien fonctionner qu'une bonne catch-can en alu placée au bon endroit. Et concernant les grosses prépas turbo, avoir un bon circuit de renifleur d'huile permet de repousser l'effet de cliquetis. Parce que oui, un moteur avec un gros setup turbo qui aspire de l'air gras inflammable, ça peut faire du cliquetis plus facilement. Et donc, pour éviter que l'huile ne reste stagnante dans la catch-can et qu'il faut la vidanger de temps en temps, il est également possible de la raccorder au carter d'huile. Comme ça, l'huile décantée, elle tombe directement dans le carter d'huile. Parce que sinon, faut penser à vérifier de temps en temps ce qu'il y a dans la catch-can, et puis il faut vidanger les catch-can, quoi. C'est un peu chiant. Ouais. Si on peut éviter de faire ça, c'est mieux. Et comme ça évite de faire perdre un peu d'huile au moteur, parce que du coup, l'huile, elle revient, et puis voilà. T'as compris, hein. Alors, je te vois venir, tu vas me parler des catch-can, là, avec leur petit filtre, là, qui fait racing. Et donc, pour en revenir à ce petit filtre, machin, bidule racing, pour moi, c'est juste de la grosse daube, en fait, c'est de la connerie. Et je t'explique pourquoi. Parce que déjà, pour commencer, le filtre, il est probablement trop restrictif par rapport au flux d'air. Et qu'en plus, je te rappelle que ça reste quand même des gaz inflammables, hein, au cas où. Ils se retrouvent à se balader comme ça dans ta baie moteur, le moteur chaud, tout ça, gaz inflammable, baie moteur chaude, inflammable. Donc à moins que tu aies une baie moteur superbement ventilée, la majeure partie des gens, c'est pas ça sous leur capot, hein. C'est fermé, c'est fou. Manquerait plus que tu aies une petite étincelle d'un connecteur qui merde ou je sais pas quoi. Donc te retrouver avec du gaz inflammable sous le capot, ouais, c'est un peu limite niveau sécurité quand même, hein. Et puis en plus, quand ça arrive dans ton circuit de ventilation, là, ton circuit de clim, là, tout ça, ça va où à ton avis? Tu sais, t'as le filtre d'habitacle, enfin, toutes les voitures n'en ont pas. Mais bon, du coup, ce fameux gaz là, s'il se retrouve à être aspiré dans le circuit de ventilation qui se retrouve dans l'habitacle, là où toi tu es, je pense pas que tes poumons vont trop apprécier respirer les bons gaz polluants dégueulasses, à moins que tu veuilles entretenir ton cancer, ce que personnellement je ne recommanderais pas. Donc tout ça pour dire que ce petit filtre racing, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour tes poumons, c'est pas bon pour ta sécurité, et ça donne pas du tout le sourire à Greta. Tout ça pour dire que copier Jean Eudes avec sa Golf 4 TDI Reprog R32 stage Pop and Bang que tu as rencontré sur le Rasso du samedi soir sur le parking Noroto et qui a, sans savoir réellement comment ça fonctionne, installé une catch-can chinoise avec un petit filtre racing anodisé rouge parce qu'il a vu ça sur Google Images et qui s'est dit que ce serait vraiment classe d'avoir ça sous son capot pour se la péter devant les copains du Rasso et que ça fait racing. Bon, en tout cas, la chose à savoir, c'est que sur un véhicule, même d'origine, totalement d'origine, qui n'a pas de système de décanteur, c'est quand même bien d'en mettre un, juste histoire de fiabiliser la chose. Voilà, toutes les explications ont déjà été dites, donc tu remontes un peu en arrière si t'as un petit trou là, tu vois, et puis tu verras.
puis tu verras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On a déjà fait le tour là, c'est fini. Stop. Je pense que j'ai déjà été très technique. On a fait le tour, voilà. Non mais reste sur la vidéo, attends, on n'a pas fini. J'ai d'autres trucs à te montrer quand même. Oui, j'ai des choses à te montrer. Ouais, des choses. Oh, banane. Donc pour mon cas, sur mon Hyundai Coupé, c'est un moteur Atmo. Oh, bordel, de l'Atmo sur YouTube. Il fallait oser quand même, il fallait oser. Sur YouTube, en 2025, s'il n'y a pas de turbo sous un capot, bah ça n'intéresse personne. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent encore cette vidéo là, à ce moment-là, qui se manifestent dans les commentaires pour me prouver le contraire. Et donc pour sortir plus de chevaux et de couple sur un moteur Atmo, et bah il faut se creuser un peu plus la tête que sur un projet turbo. J'ai le soleil dans la gueule. Donc sur du turbo, oui tu gagnes beaucoup plus, ça c'est indéniable. Parce que c'est plus facile d'en gagner. Mais le turbo, la puissance, tout ça, ça fait pas tout en fait. Putain, même là j'ai le soleil dans la gueule. Ça me saoule. Comment je fais moi? Le soleil dans la gueule. Mais bref. Je m'égare là. Revenons-en au montage de catch-can là derrière là. Si je me mets là, c'est mieux. Donc concernant mon montage de catch-can là sur mon moteur Atmo, l'objectif c'est surtout d'éviter l'encrassement de toute l'admission là, tout ça, tout en ayant un moteur qui respire bien. Donc d'origine sur mon coupé, j'ai une valve PCV ici là, une valve PCV toute basique là qui va du cache-culbut jusqu'au collecteur d'admission. Et donc ce reniflard là sert pour le ralenti et pour la faible charge moteur. Et pour la forte charge moteur, il y a celui-ci qui est juste à côté de la valve PCV et qui là va avec une durite jusqu'à l'admission ici avant le papillon. Et donc ce reniflard là sert pour la forte charge, mais aussi une fois le moteur éteint, ça sert à faire une mise à l'air libre pour évacuer l'humidité dans l'air, tout simplement. Et donc là, comme tu peux le voir, il n'y a pas de valve PCV ni quoi que ce soit, c'est juste branché en direct. J'ai conservé cette idée de vouloir deux catch-can différentes pour conserver deux circuits de reniflard différents comme à l'origine. Donc il me fallait deux catch-can. Avion ou orage? Avion. 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 De cette façon, les catch-can sont placés dans un passage d'air frais. Impeccable. Et c'est comme ça que j'en suis venu à ce montage de catch-can, et je te donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Bon bah c'est vrai qu'avant j'étais pas très fortiche en mécanique, donc j'avais fait des montages à la con, tel ce Jackie de Jean Eudes avec sa Golf 4 TDI. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. J'ai jamais été mécano, je t'avoue. Donc je ne suis pas peu fier de savoir faire plein de trucs maintenant. Mine de rien, j'arrive à me débrouiller à faire des trucs plutôt corrects avec un budget plutôt moyen. Bolider dans les cailloux et les cartons, c'est pas ouf, c'est vrai. Mais faut faire avec. Et avec du matos pas forcément très adapté. Mais j'investis. En 2015, mes compétences de bolidage se limitaient à faire une vidange. Et encore. Bah oui, j'étais un newbie complet, hein. Ouais. Mais on reviendra sur mon passé tout à l'heure parce que oui, il y a matière à raconter là. Et j'ai un paquet de trucs à dire, tu vas voir. Mais un jour, en regardant une vidéo d'Ovid de la chaîne Ultimate Making, qui est bien plus connue que moi, ouais, c'est indéniable, dans laquelle il montait une catch-can, une chinoise similaire à celle que j'ai, sur sa fameuse Ford Fiesta. Dedans, il explique qu'elle est bien, mais qu'il est nécessaire de faire quelques petites améliorations, car en fait, elle freine beaucoup trop le flux de gaz, et qu'en plus, elle décante pas forcément super bien, quoi. Forcément, ça m'a fait tilt. J'ai réalisé qu'en fait mon moteur respirait super mal, de plus que j'ai une conso d'huile qui est assez conséquente, vu le fort kilométrage du moulin, et lors de reprises d'accélération à faible régime, j'avais des trucs un peu bizarres, des cafouillages, c'était bizarre. Des à-coups désagréables. Pour la conso d'huile, je me suis dit, bon bah c'est les segments, machin, blabla, c'est le moteur, il est vieux, il a jamais été ouvert, ça, ok. Blas, il valide cette théorie, ok. Et pour ce qui était les à-coups, machin, les
petits trucs bizarres, les cafouillages. J'avais mis ça sur le dos de la carte d'origine parce que je me suis dit, vu que la carto était d'origine et que j'avais plein de modifs partout, que rien n'est d'origine, bah la carto a du mal à suivre en fait. Ce qui est parfaitement logique et légitime en soi, puisque tel quel, mon setup il est absolument pas optimisé. Et en plus de ça, du fait que je carbure à l'éthanol, voilà. Est-ce que c'est un secret? Non. Est-ce que c'était une évidence? Oui. Par conséquent, je sais que je manque d'avance à l'allumage. Enfin bref, mon coupé n'est pas optimisé et c'est comme ça pour l'instant et puis je fais avec. Ouais. Vie de merde. Vie de merde. Je m'étais bêtement fait à cette idée. Alors que mes couilles, mes oui. Finalement, c'était peut-être la faute de mes catchcans. J'en suis donc venu tout naturellement à corriger ça et améliorer le montage de mes catchcans. Araignée. Araignée gypsy, sors de là. Vas-y, wesh, t'approches pas, je suis chez moi. Araignée gypsy est morte. Et du coup, là, on retourne dans le passé, au mois de décembre, où je te montre ce que j'ai fait pour améliorer mes catchcans. Bon, par contre, tu m'excuseras, mais j'étais pas en forme. Parce que j'avais la voix pétée, j'avais chopé la crève, j'avais tellement la tête dans le cul que j'en ai oublié d'activer mon micro. Donc tout ça pour dire que la qualité du son est pas ouf. Mais bon, va falloir faire avec. Elle est pas mal. Je dirais un bon 8. Ah bah ça y est, il pleut. Vive la Bretagne! Voilà les bêtes. On va avoir besoin de ça et aussi de ça. Mais avant, je vais avoir besoin de Vasseur. Parce que là, j'ai vraiment besoin de courage. La Vasseur. L'eau de courage. Ça fait le plaisir. Voilà. Ah putain, ça va mieux d'un coup. On commence par ouvrir le pire. Comme c'est bien dégueulasse. Ce filtre de merde, il bloque beaucoup trop. Ce qui fait que les vapeurs ne passent pas assez dedans. Et du coup, elles restent dans le tuyau. Enfin, une partie bloque dans le tuyau. En fait, ça fait surpression. Ce qui fait que le moteur ne respire pas bien du tout. Et forcément, c'est pas bon. Parce que du coup, ça fait une surpression dans le bas moteur. Et ça fait une contre-poussée contre les pistons. Ce qui les empêche de descendre. Parce que du coup, ça fait une contre-poussée. Enfin, ça les empêche de descendre. Putain, c'est vachement clair ce que je dis. En gros, le moteur doit plus forcer lorsque les pistons descendent. Donc du coup, ça fait perdre en perf. Et d'autant plus que si la surpression passe dans les segments, ce qui veut dire qu'elle se retrouve dans la chambre de combustion, et ben ça fait consommer de l'huile. Voilà le problème. Ouais, ça pue l'essence. Enfin, l'éthanol. Je roule à l'éthanol. Allez, je nettoie tout ça. Berk, caca. Appétissant. Voilà, oui, il est nettoyé. Je suis obligé de prendre une clé aussi grosse pour démonter ce filtre. J'ai pas la bonne taille en clé à pipe. Putain, mais ça sort tout seul en fait. J'ai à peine forcé qu'il s'est desserré. Ok, bon. D'accord, ok. Bon. Par contre, est-ce que ça va pas passer ça avec le truc? Ouais, faut que je modifie ça en fait. Bah oui, quand même une bonne différence. Donc là, ouais, il faut une tige plus longue. Par contre, comment est-ce que je vais pouvoir bricoler ça? Faut que je réfléchisse. Après plusieurs essais et un peu de Vasseur consommé, j'ai trouvé la solution. Donc, en fait, c'est pas si compliqué que ça. J'ai remplacé la petite partie ici, là. Et bah là, il est fermé, mais je vais te le reproduire. Alors, déjà, pour dégager le petit, là, sans se faire du beau. Voilà, voilà. Hop, la petite goupille, ça.
Voilà, un petit coup de nettoyage tant qu'à faire. Ça du coup on le réutilise. Ça faut que je le dégage. Toujours avec ma voix de déterré là. J'aime avoir la gorge prise par la maladie. Donc ça c'est dégagé. Maintenant il faut enlever celui-ci. Hop, toi tu dégages. On nettoie un peu tout ça. Parce que du coup l'entrée c'est ici et la sortie c'est là. Entrée ici, sortie là. Donc en fait la sortie c'est là où il y a le filtre, c'est pas l'entrée. Moi dans ma tête il me semblait que c'était l'inverse, mais on s'en fout. Voilà. Donc toi, du coup, hop, je te remets avec ça. Là, je remets le nouveau filtre. Qui est bien évidemment beaucoup plus gros. On le resserre bien comme il faut. Et en fait la technique que j'ai trouvée, c'est avec une vis en M6. Parce que c'est du filetage en M6 en fait, M6 par 100. J'ai trouvé une vis M6 par 100 plus longue, que j'ai raccourci un peu quand même. Après plusieurs reprises, plusieurs essais, parce qu'en fait, ça a fermé partout. Donc là normalement j'ai remesuré la même longueur, ça fait à peu près 5 mm. À vue d'œil. Voilà, elle dégage. Donc là normalement, on a coupé la bonne longueur. Ça devrait être pas trop mal. Ok, je l'enquille là dedans. Allez, va-t'en. Ta copine elle est dedans, sois pas timide toi. Voilà. On la visse tranquillement, tac. C'est pas fileté mais ça passe quand même. Elle est bien cette vidéo hein. Ouais. Tu mets un petit pouce, puis bah si t'es pas abonné, abonne-toi. Hein. En vrai c'est super important pour moi. Donc si tu veux vraiment m'aider et m'apporter un peu plus de visibilité sur YouTube, et bah en fait, et bah déjà faut que tu regardes un maximum de longueur de cette vidéo. Donc l'idéal c'est de la regarder jusqu'au bout, enfin l'idéal pour moi forcément. En espérant que tu ne te fasses pas chier jusqu'à la fin quand même, c'est pas le but. Donc ensuite il faut que tu mettes un pouce. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Si t'es un vrai de vrai, bah tu mets un commentaire. Je sais pas, un commentaire, je sais pas, tu peux être inventif, hein, mais ce que tu veux. Un truc en rapport avec la vidéo ou pas forcément, j'en sais rien. De toute façon, je te répondrai. Je sais que ça a foutre de te répondre. Puis j'aime bien. Je suis sociable. L'avantage d'être un gars pas connu, c'est qu'au moins, moi, je peux répondre. Alors que t'as des gens qui ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés, bah du coup, bah... ils te répondent pas. Ah, allez. Hop, j'ai assemblé ça, j'ai mis en fait un écrou pour bloquer forcément. Là, ce que j'avais fait ensuite, c'est que ça, là, la bonne paille de fer, là, machin, là, voilà, tu pénètres délicatement avec une voix sensuelle et tu l'emboîtes là, comme ça. Voilà, un peu là, histoire que ça s'emboîte là-dedans aussi. Sois pas timide. Sois pas timide. Alors, ton doigt là, tu creuses comme ça là, jusqu'au fond là. Et tu l'as. Voilà, enfin, je vais pas te faire un schéma quoi. Là. Ensuite, tu croises les doigts pour que ça vise directement du premier coup. Délicatement. Délicatement. J'ai dit Pardon, excès de colère. Allez, bordel. Ah, c'est un échec. Tu l'emboîtes délicatement, voilà. Allez, sois pas timide. Putain, je vais perdre ma clé en plus. Je commence à avoir les mains qui gèlent dans mes gants. Je te laisse imaginer le truc. Enfin, mes mains, mes bouts de doigts du moins. Mes bouts de doigts qui commencent à geler dans mes gants. Merci, syndrome de Raynaud. Ah, je crois que j'y suis. Oh oui. Oui, bah voilà, c'était l'effet escompté. Et là, il n'y a plus qu'à visser à fond. Hop là. Hop là. Donc en fait, le but de la paille de fer, c'est de créer un maximum de contact pour tes vapeurs d'huile.
pour la faire décanter. Voilà, et donc là après il faut que ce soit en face pour que ça reste dans la forme ronde. Ah ouais, il y en a eu beaucoup moins à passer de l'autre côté du filtre. Bon après c'est pas trop grave ça. Donc en fait ouais, ça sert à faire décanter sans pour autant restreindre. Parce que du coup bah forcément vu que c'est de la paille de machin, t'as des espaces, donc du coup ça se faufile quand même dedans. Et le filtre plus gros là il sert à beaucoup moins restreindre comparé à cette merde d'origine. Et là normalement si je dis pas de conneries, ça passe. Ah je crois que je l'ai mal aligné. Alors j'en ai un peu chié aussi à aligner le premier. Alors là. Ah oui. Ah oui. Oh. Oh oui. Oh oui. Et là, je peux visser à fond. Et voilà, nickel. Et là, on est bon. Juste enlever ça là. Ça fait crassou. Voilà. Hop. Oh oui, ça circule tout seul. J'ai même pas besoin de forcer ça. Ça le fait tout seul. Alors dans l'idéal, ce qui aurait pu être bien, c'est que en dessous en fait il y a on peut raccorder encore un truc, c'est que ça aurait été de les faire redescendre dans le carter d'huile. Sauf que là en fait pour le faire, il faudrait que je puisse percer le carter d'huile, faire un raccord dessus, même faire 2 raccords pour séparer les 2 systèmes en fait. Mais là clairement j'ai pas le temps, j'ai pas possibilité de le faire. Là c'était surtout pour améliorer le fait que le moteur respire mieux, parce que là du coup il était trop... voilà. Donc j'espère que ça va améliorer réduire ma consommation d'huile moteur. Mais bon après on va pas se leurrer, hein, c'est un moteur qui a 325 000 km à l'heure où je te parle là en ce moment. Donc le but à l'avenir... Ah, le nez qui coule. Le but à l'avenir c'est de continuer la prépa sur ce moteur là. Donc de le refaire mais vraiment tout démonter. Sauf que là le problème c'est que pour l'instant c'est mon délit. Je roule tous les jours avec, donc il reste fiable quand même. Le but actuel, c'est surtout de faire en sorte que la 106 puisse rouler. Comme ça, une fois que la 106 sera opérationnelle, et bah le projet secondaire, ce sera le coupé. Et l'objectif, j'aimerais bien atteindre 200 chevaux en Atmo, sur un 2 litres qui d'origine fait 139 chevaux, sur une base de moteur qui est actuellement 325 000 km. Mais bon, ça c'est pour plus tard. Pour l'instant, tu vois, on fait des petites bricoles dessus comme ça. Comme ça me fait une vidéo qui change du projet de la 106. Et puis ça me permet de te montrer un peu ma caisse aussi. Que la nuit tombe et il faut que ce soit fini. Ah bordel. Bah, on est marre de tout ça. Bon bah comme t'as pu le voir, il y a encore des possibilités d'amélioration. Ma priorité c'était que ce soit fonctionnel et ne plus avoir de désagréments comme avant. Là au moment où je tourne cette scène là, on est en avril et force est de constater que ça fonctionne. Ça grince. La chaise elle grince. Parce que depuis, mon moteur ne fait pas ou plus beaucoup ou moins de cafouillage chelou. Alors déjà, je t'explique un truc, il y a eu la transition entre éthanol hiver et éthanol été. Donc là, l'entre-deux, c'est un peu critique pour moi. Parce que là, du coup, ça génère des cafouillages forcément. Parce que, pour rappel, ma carto est d'origine. Et je manque d'allumage. Donc mon setup actuel n'est absolument pas du tout optimisé. Mais au moins, avec la catchcan, là, c'est quand même mieux. Le moteur a gagné en souplesse et en nervosité. Donc j'en déduis qu'il y avait bien une contre-pression sur les pistons qui fait que que ça marchait un peu moins bien quoi. Perte de perf. Bon par contre ma conso d'huile elle est toujours un peu beaucoup. Je consomme encore un peu beaucoup d'huile. C'est les segments qui sont d'origine donc je pense qu'ils sont un poil fatigués quand même parce que bon 320 et quelques mille kilomètres avec tout ce qu'ils ont enduré. Franchement, j'ai pas à me plaindre en vrai. Donc là, la solution, ce serait d'ouvrir le bloc, tout changer. Mais de toute façon, si j'ouvre le bloc, c'est pour poursuivre la prépa moteur, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Mais la problématique principale à l'heure actuelle, c'est que le coupé, c'est le délit. Parce que la 106 XNRV ne roule pas. Qui dit délit dit roule tous les jours. J'ai besoin d'aller bosser. Pas de délit, pas de salaire. Donc là, actuellement, je suis focus au maximum sur la 106. Et là, la petite parenthèse coupée, c'était déjà... Parce qu'à la fin de la vidéo, je te le présente. Je vais te détailler tout l'historique. Waouh! Pour te montrer tout ce que j'ai fait sur cette caisse depuis que je l'ai. Mais bref, tu vas voir ça tout à l'heure. On va pas spoiler quand même.